Bonjour, on est le mardi 5 janvier 2021, je m'excuse, vous voyez qu'on se trompe dès le départ de la nouvelle année, c'est toujours comme ça, hein. Bon, il faut savoir s'habituer, je dirais que la nouvelle transcription annuelle qui est l'année 2021. Il faudra s'y habituer, hein, tout le long au cours du mois de janvier, ben, il faudra faire le petit exercice de retenir qu'on est bien en 2021 et qu'on a outrepassé l'année 2020 qui n'existe plus. Voilà, ceci étant dit, je vais faire une petite vidéo. Oui, sachez qu'on est en plein hiver, mais que pour l'instant, on apprécie, je veux dire, le moment de l'hiver, mais pas à sa juste valeur, parce qu'en fait, il manque énormément de neige, il manque de gel, il manque de temps très froid. Bien qu'aujourd'hui, quand même, on a un temps qui est quand même assez amassé. On peut voir les nuages qui sont assez denses, d'une certaine couleur. Donc on peut s'attendre peut-être voilà, des pluies hivernales, voire même peut-être de la neige, je n'en sais rien. Avoir le ciel comme ça, il est indécis comme à l'accoutumée, on ne sait pas prévoir en le voyant ce qui pourrait arriver. Ceci étant dit, je vais voir ici une petite notion fondamentale que l'on peut retrouver énormément en mathématiques. Et accouplé à d'autres matières, ben, les gens sont un petit peu perdus. Voilà. Accouplé à d'autres matières, ben, il suffit d'accoupler ce que je vais voir maintenant à une autre, à une matière bien précise, ben, c'est la bérésina. Alors, cette notion, c'est la notion de sous-ensemble, qui peut paraître assez simple, mais dès le moment où on ressort du cadre voilà, de la théorie propre au sous-ensemble, les gens commencent à s'y perdre. Voilà. Bon, on va le voir de manière assez simpliste pour pouvoir avoir une entame un peu plus élargie. Bon, ces notions de sous-ensemble sont utilisées dans, par exemple, les sous-espaces vectoriels. Un sous-espace vectoriel est un sous-ensemble d'un espace vectoriel. Par exemple, dès le moment où vous parlez de sous-ensemble, de sous-espace vectoriel, les gens commencent à perdre pied. Vous voyez que dès le moment où vous cadrez la notion de sous-ensemble à un autre endroit, je veux dire, les personnes commencent à, à perdre confiance en eux-mêmes par rapport à la notion de sous-ensemble, alors qu'un sous-espace vectoriel n'est tout simplement qu'un sous-ensemble de l'espace vectoriel. Bon, ceci étant dit, un sous-ensemble, tout le monde sait ce que c'est à la base. C'est un sous-ensemble. Tout d'abord, un ensemble est défini par rapport à des éléments. Un ensemble contient des éléments. Et on peut, dans ce cadre figure, représenter un ensemble par ce qu'on appelle le diagramme de Lerven. Lerven, qui est une représentation figurative, une représentation idiomatique, qui représente l'ensemble, qui représente un ensemble. Voilà. Donc c'est choisi par une patatoïde, ce qu'on appelle une ellipse ou un ovale, ou peu importe comment vous l'appelez, enfin vous dénommez la figure, descriptif par le dessin. Hein. Voilà. Et alors bon, vous dénommez généralement l'ensemble. Bon, comment peut-on appeler un ensemble? Ici je l'appelle A. Alors cet ensemble A, bon, il peut être vide, mais il peut contenir aussi des éléments. Alors les éléments, vous le mettez par un symbolisme. Ici, il s'avère que les éléments, je mets des croix. Voilà. Je mets des croix pour dire que on a des éléments dans l'ensemble. Bon, on peut avoir des ensembles infinis. Hein. Voilà, on peut avoir des ensembles infinis, comme on peut avoir des ensembles finis. Un ensemble n'est pas forcément toujours fini. Bon, ici, il s'avère qu'il est fini, et je vais même mettre, pour dire qu'il est complet, je vais l'indiquer qu'il est complet. Donc il contient énormément, enfin, le nombre d'éléments que vous voyez ici. C'est-à-dire, si je veux faire le cardinal de A, combien possède d'éléments A? Ça, c'est le symbole dièse hein, que l'on retrouve en musique pour augmenter la note d'un demi-ton. Voilà, ça c'est en musique. Et alors, il y a son opposé qui est le bémol. Par exemple, vous avez
Voilà, une note bémolisée. Voilà. Et alors il existe le bécard pour remettre la note à sa position normale. Bon, c'est une note qu'on retrouve en musique. Et on peut retrouver ça en programmation, notamment, voilà, on l'appelle à ce moment-là, ce qu'on appelle le dièse, on l'appelle cross. Ouais, c'est anglicisé, on va l'appeler cross, qui veut dire croix. Voilà. Donc ici, le nombre d'éléments de l'ensemble A, c'est un symbolisme pour dire que c'est ce qu'on appelle le cardinal de A. Cardinal de A, qui désigne, voilà, qui désigne le fait, qui désigne le nombre d'éléments que possède un ensemble A. Bon, et le cardinal de A, il suffit de comptabiliser, comme sachant qu'il est complet. Je vais même mettre des lettres pour identifier les éléments. Je mets la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D ici, la lettre E, la lettre F, la lettre G, la lettre H, la lettre HI. Ça veut dire que là, on a exactement A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 éléments. Donc, cardinal de A, ben, c'est 9 éléments. Donc, l'ensemble A contient 9 éléments. Voilà, on peut désigner un ensemble par des objets. L'ensemble contient deux objets, je mets des croix. Ici, j'ai mis des croix, il s'avère que j'ai mis des croix, j'aurais pu mettre autre chose comme symbolisme. Que ces éléments-là, on les distingue, il faut bien les distinguer, parce que si je dis je prends l'élément A, ben, il ne peut pas avoir de A dans l'ensemble, parce qu'à ce moment-là, ce serait confus. Pour éviter toute confusion, chaque élément est identifié de manière distincte. Il n'y a pas deux éléments qui ont la même dénomination. Tout élément est distinct des autres. Donc on a bien A est distinct de B, A est distinct de C, A est distinct de D, A est distinct de E, A est distinct de F, A est distinct de G et H au niveau de dénomination. Ainsi que B est distinct de C, de D, de H, de I, de G, de E et F, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un ensemble qui est ici fini. Cet ensemble s'appelle A, et tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'ensemble voilà, sont cadrés par un ovale. Ils sont cadrés, c'est-à-dire ils sont à l'intérieur d'un ovale, et tout ce qui est à l'intérieur de l'ovale sont tous les éléments de l'ensemble. Maintenant, si je fais ceci, H, I, J, voilà, J est en dehors de l'ensemble A, il ne fait pas partie de A. J est en dehors de l'ensemble A. Et on ne mettra jamais ceci ici, le J, l'élément ici J, sur la frontière, parce que c'est pas une représentation spatiale. Hein. Voilà, c'est pas une représentation spatiale, ça n'a rien à voir avec une représentation spatiale. Alors, on englobe les éléments appartenant à l'ensemble à l'intérieur, au sein même de l'ensemble, et tout ce qui est extérieur, ben, on le met vraiment à l'extérieur. Il n'y a pas, ici, voilà, il n'y a pas de notion de frontière. Donc c'est vous dire que vous ne pouvez pas mettre un élément, je veux dire, sur le pourtour de l'ensemble. Voilà. Donc il y a déjà cette notion d'inclusion. On voit bien que un élément appartient à un ensemble, ou je m'excuse, l'appartenance. Un élément appartient à un ensemble ou n'appartient pas. Alors, vous voyez, ce que je viens de dire est fondamental ici. Regardez ce que je vais écrire. Un élément appartient à un ensemble donné. Alors, déjà, vous voyez ici, il y a une notion fondamentale qui va ressortir de ceci. Très fondamentale. Vous aurez remarqué qu'on est dans les théories des notions, quand je dis notions, parce que c'est élémentaire, ce sont des notions de base, mais dès le moment où vous transposez ailleurs, les gens sont perdus. Hein. Ils sont perdus. Dès le moment où vous allez commencer à parler de morphisme, etc., faisant intervenir des sous-ensembles, bon, il suffit de dénommer le sous-ensemble autrement pour dire que
les gens vont être vite perdus, alors qu'il s'agit juste qu'on parle tout simplement d'éléments de base. On parle d'éléments de base, et bon, dès le moment où vous transposez ça ailleurs, ils sont perdus. Enfin, les gens, en général, sont perdus dès le moment où vous transposez ailleurs, alors qu'il suffit de se ramener aux éléments de base des notions ensemblistes. Les notions ensemblistes sont des notions de base, qui se traitent de manière basique. Bon, ben, voyons voir tout d'abord ce que je viens d'écrire. Un élément appartient à un ensemble donné. Faisons la transcription avec le cas de figure que nous avons ici, et mettons un symbolisme pour décrire l'appartenance. C'est juste un symbolisme mathématique, tout simplement. Alors, le symbolisme mathématique est le suivant. Voilà. Vous faites ceci et vous mettez une barre au milieu. Bon, si vous faites ceci, c'est un autre symbolisme. Notion des ensembles, vous comprenez que c'est souvent des espèces de U. On retrouve des espèces de U. Hein. Là, c'est un U, mais avec une barre comme ceci. C'est un peu un U un U élargi. Voilà. Bon, on retrouve d'autres éléments. Ben voilà, généralement, on retrouve ce fameux U mis à toutes les sauces. Donc, il existe un symbolisme mathématique pour décrire l'appartenance d'un élément à un ensemble. Et donc, utilisons-le. Pourquoi? Parce que regardez, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. 9 lettres, alors qu'un symbole peut... un symbole peut être à même d'être utilisé Voilà que on simplifie les choses, grandement les choses, au niveau de l'écriture. Et là, ça devient une écriture mathématique et non plus une écriture de français. Voilà. Alors, un élément, cet élément, je vais l'appeler X. C'est un X. C'est un X variable. Ce X, ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc voilà, X est un élément de l'ensemble. Voilà. Donc un ensemble donné, ben, l'ensemble, ici, X est un élément. Un élément, voilà que je vais écrire X. Un élément, c'est X. Bon, maintenant, je peux mettre un élément extérieur. Parce que l'écriture, la lecture, je ne la fais qu'ici. Donc, je peux mettre un élément J. Ça peut être J. Voilà. Alors, appartient un ensemble donné. Ben, un ensemble donné, ici, j'ai un ensemble donné qui est A. L'ensemble A. Voilà. Alors, est-ce que J appartient à A? Non, non. Non. Est-ce que A appartient à A? Oui. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vous voyez apparaître la notion on va dire ça comme ça. Tout d'abord, avant de dire oui ou non, il faut quelque chose avant ça. On ne répond que par oui et par non si on nous a posé une question. Ou si l'on voit une phrase où on pourrait répondre par oui ou par non. Donc cette notion de oui et de non est dépendante de quelque chose auparavant, soit une question, soit une phrase. Voilà. Et alors, en justice, on retrouve souvent ceci. On retrouve généralement des phrases, ou parfois généralement des questions. Et bon, vous devez répondre par oui ou par non, en justice. Maintenant, rien n'empêche de mentir. La personne a le droit de mentir, mais on part du principe que la justice, quand elle fera son enquête, elle verra si vous mentez ou pas. Et si vous mentez un peu trop, c'est pris en compte dans les sanctions. Ce sera pris en compte.
sera pris en compte pour l'enquête, pour les sanctions, etc., etc. Donc vous pouvez mentir, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui est oui, vous pouvez dire non. Quelque chose qui est non, vous pouvez dire oui. Mais ça à vos risques et périls au niveau de la justice. Et bon, ces notions de phrases là sont étudiées en justice. Alors, comment est-ce qu'on appelle ce genre de phrases pour lesquelles on peut répondre par oui ou par non? Mais c'est ce qu'on appelle une proposition. Donc vous voyez que une proposition. Bon, ici on est dans les propositions mathématiques, hein, bien sûr. Voilà, on propose quelque chose, mais c'est une proposition mathématique qui peut-être dont on peut voir la véracité. Hein. Voilà. Donc une proposition mathématique, en voici une. En voici une. X appartient à A. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? X a peut-être A, B, C, D, E, F, G, H, I ou peu importe les lettres que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, dès le moment où vous voyez la notion ensembliste, ben, les notions ensemblistes sont liées à, si vous voulez, quelque chose qui peut être vrai ou faux. Voilà. Donc elles sont liées à ce qu'on appelle la logique. Logique, non c'est généralement faux pour false, et oui c'est généralement true, oui, qui est yes ou true, vrai. Donc ici ce sera plutôt qu'on dira, plutôt de dire oui ou non, on dira vrai ou faux. C'est vrai ou c'est faux. Donc on ne dira pas non, on ne dira pas oui, on dira vrai ou faux. Donc il faut définir ces variables dès le départ. On ne dira pas une fois oui, une fois yes, une fois true. Non, on dira true, c'est vrai. C'est vrai. Bon, t c'est la variable en anglais, c'est une variable booléenne en anglais. Voilà, on pourrait le dire en français, v. V pour. Voilà, mais ici, il s'avère que je prends en anglais. C'est c'est ma façon de présenter, je mets T. J'aurais pu mettre vrai. V. V pour vrai. Mais je mets T pour vrai. Et le false, faux, c'est. Je vais mettre l'associer à F. Pour false. Alors que le vrai, je vais l'associer à true. Voilà. Et donc, on a l'association aussi de variables booléennes. On a l'association de variables booléennes. Donc, faire des notions ensemblistes, c'est associer derrière des logiques de propositions pour lesquelles on peut avoir un résultat qui peut être soit vrai ou faux. Bon, mais c'est la logique des propositions qui appelle à devoir parler de variables booléennes. Donc, ce qui veut dire qu'il faut définir ce que c'est qu'une proposition. Donc, une proposition mathématique, c'est tout simplement un énoncé qui est vrai dans certaines conditions, faux dans d'autres, mais dont on peut décider dans toute situation donnée s'il est vrai ou faux. Voilà. Par exemple, je vais prendre un cas de figure. X appartient au naturel. Donc les naturels c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Et si c'est une écriture sous forme voilà, de formulation. Hein. On n'est pas par inventaire ici. Hein. Voilà. Si je devais l'écrire par inventaire, j'écrirais que voilà, l'ensemble c'est 0, 2, 4, 6. Voilà. Et c'est un ensemble infini. Voilà. J'ai pas encore terminé mon écriture, c'est x multiple de 2. X multiple de 2, voilà. X appartient au naturel et X est multiple de 2. Ça veut dire qu'on a 0, 2, 4, 6 et ça représente un ensemble. Donc ça c'est une écriture, une écriture voilà, par formule. On a une écriture par formule qui est ici la suivante. Elle est écrite en compréhension ou par caractérisation. Alors qu'ici, elle est écrite par inventaire. Par inventaire. Donc, ou en individualité, si vous voulez. Alors,
individualité. Et donc, ou si vous voulez, en extension. Donc la première étant compréhension, et la seconde étant extension. La première étant par caractérisation, la seconde par inventaire, la première par formulation, et la seconde par individualité. Voilà, donc on aura 0, 2, 4. Et c'est un ensemble infini. Vous voyez qu'on a affaire à un ensemble infini. X appartenant à n, x multiple de 2. Voilà. Alors maintenant, voyons voir cette proposition mathématique. Est-ce une proposition tout d'abord? Est-ce une proposition? Et je vous ai dit que pour que ce soit une proposition mathématique, il faut pouvoir formuler, édicter et prendre une décision sur le critère de véracité de l'énoncé. Si on sait prendre un critère décisionnel sur la véracité, ben, il sera régi en tant que proposition mathématique. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on attribue donc à chaque situation donnée l'une des deux valeurs de vérité, soit vrai qui est true ici, ou false, donc à la proposition P. Alors ceci est une proposition. Hein. Alors pourquoi elle est une proposition? Pourquoi c'est une proposition? Parce qu'on sait voir si c'est vrai ou pas. Alors quand est-ce qu'elle sera vraie? Elle sera vraie. Ben, elle sera vraie. C'est une proposition vraie pour les nombres pairs et fausse pour les autres. Donc c'est une proposition. On sait prendre, si vous voulez, un critère décisionnel de véracité de l'énoncé. Et effectivement aussi, on peut dire c'est vrai. C'est vrai si les nombres sont pairs. Et c'est faux si les nombres, pour tous les autres nombres qui ne sont pas pairs. Donc on sait prendre un critère décisionnel de véracité de véracité. Donc elle peut être, cette proposition peut être vraie ou fausse. Vrai si on a des nombres pairs, et faux si on a des nombres qui ne sont pas pairs. Donc on appelle proposition un énoncé qui est vrai dans certaines conditions, faux dans d'autres, mais dont on peut déduire, décider dans toute situation donnée si il est vrai ou faux, c'est-à-dire s'il est true or false, ou si il est égal à une variable booléenne t ou f, false. Bon, ceci étant dit, bon, on a une proposition mathématique, ben, on peut les notions comment on appelle ça, de ensembliste, font intervenir des propositions qu'on appelle des propositions mathématiques, mais plus des propositions de type de notion ensembliste. Hein. Donc, quand je dis proposition, c'est des propositions de type notion ensembliste. Bon. Ceci étant dit, on va faire interagir la notion de sous-ensemble avec des propositions de notions ensemblistes. Donc, je vous disais que ici, le but de la vidéo, c'est de voir ce qu'est un sous-ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-ensemble? Bon, tout d'abord, la notion de sous-ensemble provient déjà de l'existence d'un ensemble. Si on a affaire à un sous-ensemble, c'est parce qu'en fait, il existe un ensemble. Donc, on dira toujours sous-entendu, enfin, c'est sous-entendu, sous-ensemble d'un ensemble existant. Voilà. Si vous dites, par exemple, un sac de charbon, mais c'est un sac de charbon pris par rapport à une partie d'un lot de charbon. Si vous avez pris un sac, le sac provenait probablement d'un tas de charbon. Donc, un sac de charbon ou un sac de billes provient, voilà, d'un petit, c'est un sac de billes provenant déjà d'un ensemble de billes, voilà, de départ, et qu'on a fait une parcellisation, une division, voilà, des éléments pour avoir un sac. Voilà. Alors si je prends par exemple une équipe dans une entreprise,
mais c'est une équipe parmi un personnel donné. Donc vous voyez que vous avez là une sous-entité par rapport à une entité existante. Donc on parle de parties ou de sous-ensembles. C'est pas une notion, si vous voulez, absolue. C'est pas une notion absolue. C'est une notion qui se décline par l'entremise d'avoir quelque chose déjà d'existant à la base. Donc quand on dit sous-ensemble, ça ne se dit pas. Quand on dit partie, ça ne se dit pas. Voilà. Parce que ça ne se dit pas. Si ça se dit, mais si vous le dites à ce moment-là, c'est sous-entendu. Il y a un sous-entendu sous-jacent, sous-ensemble d'un ensemble. Voilà, on dira le sous-ensemble d'un ensemble. Voilà. Donc vous pouvez dire sous-ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est le sous-ensemble d'un ensemble. Quand vous dites partie, est-ce que ça se dit? Alors à ce moment-là, il y a un non-dit, c'est partie d'un ensemble. Voilà, et là, à ce moment-là, c'est plus clarifié, et donc on sait bien que si on dit sous-ensemble, c'est qu'il existe un ensemble qui contient ce sous-ensemble. S'il existe une partie, c'est parce que il existe un ensemble qui contient la partie. Alors, maintenant, il faut savoir quelque chose. Un sous-ensemble d'un ensemble, ça se dit, oui. On est bien d'accord, je viens de le dire que ça se dit parfaitement, mais n'oubliez pas que le sous-ensemble est aussi un ensemble. Que la partie est aussi un ensemble. Un sous-ensemble d'un ensemble reste toujours un ensemble. La partie d'un ensemble reste toujours un ensemble. Donc la partie est aussi, bien que là on a affaire à ce on peut dire qu'un sous-ensemble est aussi un ensemble. Le sous-ensemble répond à la définition d'ensemble. Donc le sous-ensemble va contenir des éléments. Bon, il peut être vide. Un sous-ensemble, voilà, et peut-être on peut avoir un sous-ensemble vide. Voilà. Bon, alors ici, comment dira-t-on les choses? Maintenant, on va cadrer les choses. On va cadrer les choses un peu plus clairement. Je reprends mon ensemble. Je reprends un ensemble que je vais appeler par l'idéogramme de Lervan, que je vais appeler A, qui contient des éléments. Voilà. Il est complet, hein. Il est complet. Voilà. Et il y a A, B, C, D. Bon. Alors je crée un sous-ensemble. Ouais, ici c'est plutôt non vide. Hein. Un sous-ensemble non vide. Voilà, je crée un sous-ensemble non vide. Voilà. Voilà. Et là, je vais l'appeler, bien sûr, il faut une dénomination, parce qu'il s'agit d'un ensemble, un sous-ensemble, c'est un ensemble. Il faut le dénommer, je vais l'appeler B. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que B est une partie de A. Qu'est-ce qu'on va dire? Que B est un sous-ensemble de A. Mais ça, c'est en français, bien sûr. Hein. Et bien sûr, tout ça, c'est vrai. B est une partie de A, c'est moi qui vous le dis, c'est vrai. Hein. Voilà, donc c'est une proposition qui est vraie. Alors, B est inclus dans A. B est inclus dans A.
B est inclus à A. Bon, quand on dit dans, il y a une espèce de frontière qui joue. Hein. C'est une espèce de... Voilà, quand on dit dans... là, en ce moment, on a une localisation spatiale qui entre en jeu. Être dans est un cas particulier de être inclus A, s'il vous plaît. Et alors, on peut dire que A contient B. Alors maintenant, allons rechercher les symbolismes mathématiques pour écrire ceci. Bon, B est une partie de A. Donc, B est une partie de A, va s'écrire B est une partie de A, comme ceci. B est un sous-ensemble de A. Bon, ça va s'écrire de cette manière-ci. B est un sous-ensemble de A. B est inclus dans A. Ça va s'inscrire de cette manière-là. Voilà. B est inclus à A. Vous aurez compris que c'est la même chose. B est inclus à A. Donc, ce qui veut dire que toutes ces écritures sont identiques. Donc, autant en garder qu'une seule. Hein. Je vais en garder qu'une seule. Je vais garder la première. Voici. Bon, mais maintenant, si B est inclus dans A, comment dire que A contient B? Eh bien, il suffit d'inverser le symbole. Vous l'inversez et vous écrivez juste ceci. C'est le symbole inverse. Vous renversez dans l'autre sens. Voilà, ça c'est B est inclus dans A et A contient B. C'est une lecture inverse. C'est juste une lecture inverse. Bon. Alors, je vais donner un cas de figure. Je vais donner un cas de figure. Un exemple. Je prends un exemple. Je prends l'ensemble des multiples de 8. Voilà, et l'ensemble des multiples de 2. Donc, l'ensemble des multiples de 8, comment pourrait-on écrire l'ensemble des multiples de 8? X appartenant au naturel, tel qu'on en est 2x. Ça, c'est en compréhension. Je l'écris en compréhension, c'est l'ensemble des multiples de 2. Voilà, l'ensemble des multiples de 2 écrit en compréhension, la voici. L'ensemble des multiples de 8 écrit en compréhension, c'est x appartenant au naturel, de telle manière que on est 8x. Voilà. Alors, si je devais le mettre en extension, ben j'aurais 0, 2, 4, 6, 8, 3 petits points. 1, 2, 3 petits points. Pour dire que c'est un ensemble infini. Voilà. Les multiples de 8 sont 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, et ainsi de suite. 96, etc., etc. Voilà, 3 petits points et c'est un ensemble infini. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Mais
que les nombres pairs sont les multiples de 2 sont des nombres pairs. Et que les multiples de 8 sont aussi des nombres pairs. Pourquoi? Parce que tout simplement les multiples de 8x, n'est tout simplement que 4 fois 2x. On retrouve les nombres, voilà, on retrouve 4. 4 déjà c'est un nombre pair. Un nombre pair fois un nombre 2x c'est un nombre pair, ça fait un nombre pair. On aura toujours, la multiple de 8 sont des nombres pairs. Voilà. Si ce n'est que, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les multiples de 2. Donc on aura l'ensemble des multiples de 2 et l'ensemble des multiples de 8. On aura 0, enfin le 0 il est déjà commun, il est multiple aussi bien de 2 et de 8. 0, 2, 4, 6, et on retrouve le 8 ici. 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, et ainsi de suite. Vous continuez la suite. Eh bien, on voit bien que les multiples de 2, les multiples de Dieu, contiennent les multiples de 8. Les multiples de 8 sont inclus dans les multiples de 2. Alors, on pourrait formuler d'autres propositions. Ça, c'en est une, P1. Ça, c'en est une. C'est une proposition P1. Je vais mettre P1 ici, proposition, qui est vraie. Hein. Bon, elle est vraie, celle-ci. Bon, là, on a une proposition P2. Et je pourrais écrire d'autres propositions. Une autre proposition, bon, je vais écrire P3, il y en a toute une multitude. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Que tout multiple de 8 est multiple de 2. Tout multiple de 8 tout multiple de 8 est multiple de 2. Bon, je pourrais encore écrire une autre proposition, P4. Proposition 4, je pourrais écrire que tous les multiples de 8 sont multiples de 2. Tous les multiples de 8 alors je pourrais écrire une autre proposition. On pourrait en écrire beaucoup. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Que tout multiple de 8 est pair. Voilà. Notre proposition, P6. Qu'est-ce qu'on peut encore écrire? Un multiple de 8 est nécessairement multiple de 2. C'est une autre proposition. Voilà. Et on pourrait continuer de la sorte à écrire tout un ensemble de propositions qui riment tous à la même
conclusion, la même conclusion. Voilà. Je pourrais en mettre un autre, et je terminerai avec celle-là. P7, notre proposition. À vous d'en trouver d'autres, des propositions. Les multiples de 8 sont multiples de 2. Les multiples de 8 sont multiples de 2. Voilà. Voilà toute une série de propositions qui restent vraies. Elles restent vraies. Voilà. On a toute une série de propositions qui sont vraies. Voilà, et donc ça c'est la notion de, si vous voulez, d'inclusion ou de contenance d'un ensemble par rapport à un autre. Voilà, je vous remercie.